Le 28 février 2026, le guide suprême de l'Iran est assis dans son complexe à Téhéran. L'ayatollah Ali Khamenei rencontre ses plus hauts responsables. Il est assis avec ses conseillers les plus proches. Il croit être parfaitement en sécurité. Il ne pourrait pas davantage se tromper. À des centaines de miles de là, une escadrille de chasseurs israéliens traverse déjà le ciel du matin à toute allure. Le dirigeant suprême d'une nation de 92 millions d'habitants n'a plus que 2 heures à vivre. Voici comment les États-Unis et Israël ont éliminé l'ayatollah. Décapiter tout un régime exige une précision mathématique irréprochable. Plonger un pays lourdement armé dans le chaos nécessite des mois de planification froide et calculée. À 6h30, heure israélienne, le soleil s'est levé sur le Moyen-Orient. Un groupe de frappe a décollé et a mis le cap directement sur Téhéran. Le fer de lance de cette attaque était le F-15 Eagle. C'est peut-être une machine vieille de 50 ans, mais des améliorations continues et obsessionnelles l'ont transformé en prédateur suprême. Les 2 moteurs produisent assez de poussée pour propulser l'avion au-delà de Mach 2, 0,5, soit plus de 1900 miles par heure. Le F-15 peut grimper à la verticale, il peut pointer son nez vers les étoiles et accélérer verticalement contre la gravité. Le radar de pointe agit comme une lunette de tireur d'élite numérique. L'Aigle peut repérer et détruire des avions ennemis bien avant qu'ils n'apparaissent à l'horizon visuel. Les Aigles transportent habituellement de nombreuses munitions à courte portée, mais cette fois, ils ne poursuivaient pas d'avion, mais un homme. Sous l'aile étaient suspendus des dizaines de missiles Sparrow. Construit par Rafael Advanced Defense Systems, le Sparrow est une arme balistique aéroportée très avancée. Quand un pilote appuie sur la gâchette, le missile ne vole pas droit mais monte violemment dans la haute atmosphère. Une combinaison létale de GPS militaire et de navigation inertielle guide ensuite une chute hypersonique de retour vers la Terre. Un pilote peut lancer un Sparrow à plus de 600 miles, soit 1000 km, et le missile atteindra une cible de la taille d'une table de salle à manger. C'est une précision terrifiante et indéniable, chargée de dizaines de ces bourreaux cinétiques. Les F-15 ont avancé vers l'est. Le vol vers Téhéran a duré un peu plus de 2 heures, mais la cible était pratiquement immortelle. L'ayatollah Ali Khamenei n'était pas un imbécile aux yeux des États-Unis et d'Israël. Il était l'ennemi public numéro 1 pour le peuple iranien. Il projetait une image d'invincibilité. Il affirmait que le tuer ne ralentirait que légèrement l'élan de la République islamique. Mais à huis clos, la réalité était différente. Il a ordonné la construction de 2 bunkers souterrains distincts sous son complexe fortifié à Téhéran. Ils étaient enterrés si profondément qu'il fallait un ascenseur spécial pour atteindre les portes blindées. Le trajet de la surface jusqu'à la roche-mère prenait plus de 5 minutes. Il a repris les tactiques de son vieil allié, le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah. Il se retirait dans son bunker chaque soir. Il ne sortait dans les bureaux en surface qu'à la lumière du jour. Puis, la guerre de 12 jours de juin 2025 a tout changé. Israël a lancé une attaque surprise massive contre les installations militaires et nucléaires iraniennes. Ils ont tué d'importants commandants militaires. Ils ont éliminé des scientifiques nucléaires de premier plan. Après le bain de sang, Khamenei est devenu un fantôme. Il a disparu de la vie publique. Il passait presque tout son temps enfoui profondément sous terre. Israël et les États-Unis ont été confrontés à une réalité tactique brutale. Ils savaient qu'ils auraient peu d'occasion d'éliminer l'ayatollah. La cible était extrêmement paranoïaque. Il n'y aurait que de brèves fenêtres d'opportunité, presque microscopiques, où ils seraient exposés à la surface et dans leur ligne de mire. Ils devaient aussi calculer l'apparition de ces rares fenêtres et préparer des plans pour agir dès que le moment idéal surgirait. Pour cela, ils avaient besoin de données. Pendant des mois, les renseignements israéliens et américains ont mené une surveillance étroite. Ils ont tout fait pour apprendre un maximum. Ils ne se contentaient pas de surveiller Khamenei, ils suivaient son personnel, traquaient ses équipes de sécurité, cartographiaient ses proches collaborateurs, surveillaient ses conseillers, cataloguaient les membres de sa famille. Ils surveillaient tous les responsables iraniens importants, entrant dans son entourage, cartographiant chaque heure de sa vie, sa routine quotidienne et son complexe résidentiel. Ils devaient choisir le moment et le lieu idéal pour frapper. Ils devaient garantir que lorsque l'occasion se présenterait, leur frappe serait irréprochable. L'échec n'était pas une option. Des agents israéliens ont piraté directement les caméras de circulation dans tout Téhéran avec des outils classifiés. Ils se sont focalisés sur celles le long de la rue Pasteur, où était le complexe de Khamenei. Ce piratage numérique leur a donné une surveillance permanente sur le terrain. Ils ont accédé au flux visuel en temps réel de la zone. Ils pouvaient voir exactement qui entrait et qui sortait à tout moment.
Au fil de mois d'observation silencieuse, les agents du renseignement de l'unité 8200 d'Israël ont dressé un portrait détaillé de la zone. Ils connaissaient tout d'elle, avaient cartographié chaque détail et enregistré les trajets des chauffeurs et gardes du corps vers le complexe. Ils ont enregistré leurs horaires de service quotidiens et les personnes qu'ils devaient protéger. Ils ont même cartographié leurs lieux de stationnement favoris. Un ancien vétéran de la CIA a expliqué la réalité psychologique de cette opération. C'est comme un immense puzzle. Vous assemblez tous ces fragments d'informations. Là où il vous manque des données fiables, vous creusez davantage ces zones d'ombre. Tout compte. Comment obtiennent-ils leur nourriture et gèrent-ils leurs déchets ? Nous nous levons, nous couchons, mangeons, buvons. Toutes nos actions laissent une trace. Les agents israéliens ont piraté les antennes relais près de la rue Pasteur pour surveiller les déplacements des responsables et de leur personnel. Ils ont recueilli beaucoup de données brutes et les ont analysées avec des algorithmes complexes pour opérer des schémas. Les machines ont dressé un tableau très clair et précis du quartier général ennemi. L'agence centrale de renseignement des États-Unis était tout aussi implacable. La CIA utilisait ses ressources et technologies classifiées pour surveiller l'ayatollah, suivant ses déplacements, réunions et habitudes. Ils ont appris tout ce qu'ils pouvaient sur sa façon de vivre, les personnes qu'il rencontrait, et précisément à quel moment il était le plus susceptible de sortir de sa cachette. Les jours, les semaines et les mois passaient. Deux des plus grandes forces de renseignement du monde observaient dans l'ombre pendant que les responsables iraniens vaquaient à leurs occupations. Les agents attendaient patiemment. Ils attendaient cette unique fenêtre d'opportunité qui leur permettrait au moins d'orchestrer une frappe réussie. Puis ils ont repéré une anomalie. Les services de renseignement israéliens ont appris qu'Ali Khamenei devait assister à une réunion importante. Un grand contingent de hauts responsables iraniens se rassemblait dans son complexe situé en surface le 28 février. La liste des cibles était stupéfiante. Mohamed Pakpour, le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, Aziz Nazirzadeh, le ministre iranien de la Défense, l'amiral Ali Shamkhani, le chef du conseil militaire du pays, Seyed Majid Moussavi, le commandant de la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique, Mohammad Shirazi, le vice-ministre iranien du renseignement. Même les membres directs de la famille de l'ayatollah ont été exposés. Son fils Moutaba et sa fille Boshra, ainsi que leurs conjoints, étaient tous attendus au même endroit. La CIA aurait obtenu une source humaine essentielle sur le terrain. Cette source a confirmé que la réunion allait bien avoir lieu, dans les temps et comme prévu. Certains experts en renseignement ont suggéré qu'une taupe profondément infiltrée existait au sein du cercle rapproché de l'ayatollah, quelqu'un qui a finalement décidé de le trahir. Peu importe comment ils ont eu les renseignements, c'était le moment attendu par les États-Unis et Israël. C'était leur occasion en or. Ils pouvaient paralyser durablement toute la direction du pays d'un seul coup. Ils ne pouvaient tout simplement pas se permettre de rater leur coup. C'était une occasion unique. Ils avaient déjà discrètement préparé une attaque contre l'Iran. À l'origine, ils prévoyaient de commencer leur assaut la nuit, sous le couvert de l'obscurité. Mais cette nouvelle opportunité a bouleversé cette stratégie. Quelques jours avant le lancement, les États-Unis et Israël ont totalement ajusté leur plan tactique. Ils ont abandonné le raid nocturne. Ils ont décidé d'attaquer en plein jour, choisissant le moment où les responsables iraniens s'y attendaient le moins. À l'approche de la date fatidique du lancement, Israël et les États-Unis ont gardé leur plan secret. C'était un secret farouchement gardé. Ils ne pouvaient prendre aucun risque que leurs véritables intentions soient révélées. Si le régime iranien avait le moindre soupçon de ce que leurs ennemis avaient prévu, la réunion du 28 février serait immédiatement annulée. L'ayatollah serait vite mis en sécurité dans son bunker souterrain, hors de portée des missiles balistiques israéliens les plus puissants. Les États-Unis et Israël ont réussi à garder chaque information strictement secrète, mais la lumière du jour créait une vulnérabilité fatale. Lorsque les avions israéliens entrèrent dans l'espace aérien de Téhéran, la matinée se déroulait comme prévu. Divers hauts responsables iraniens étaient déjà arrivés dans l'enceinte de Khamenei. Le vaste complexe était composé de plusieurs bâtiments fortement fortifiés. Il comprenait les bureaux de la présidence iranienne et abritait le Conseil de sécurité nationale. Le guide suprême travaillait dans un autre bâtiment. De nombreux responsables étaient rassemblés dans un bâtiment principal. L'ayatollah Ali Khamenei était isolé dans son bureau. C'était à 9h30, heure locale. La séparation physique des cibles n'avait aucune importance. Les chasseurs israéliens transportèrent suffisamment de missiles Sparrow pour raser tout le complexe jusqu'à la roche-mère. Les Iraniens n'ont jamais vu venir les bourreaux.
Ils avaient été entraînés sans relâche pendant des décennies à s'attendre à des attaques le soir ou la nuit. Aucun d'eux ne s'attendait à ce que leurs ennemis jurés orchestrent une frappe de décapitation en plein jour. Mais l'attaque diurne a causé un problème majeur. Si un civil ou un garde repérait une menace, il pouvait simplement téléphoner. L'ayatollah fait un trajet de 5 minutes en ascenseur. La mission échoue. Des mois de planification et des années de renseignements seraient perdus. Les États-Unis et Israël exigeaient un silence radio total sur le terrain. Les agents du renseignement israélien et américain ont activé ensemble un coupe-circuit numérique. Ils ont utilisé leur contrôle des antennes relais locales comme une arme, perturbant les services numériques près de la rue Pasteur en saturant le réseau de parasites. Même si un garde paniqué tentait désespérément d'alerter les équipes de sécurité d'une attaque imminente. Même s'ils avaient essayé de joindre les gardes du corps d'élite de Khamenei, ils n'auraient tout simplement pas réussi à les joindre. Ils ont complètement mis le quartier hors réseau, et le piège invisible s'est refermé. À 9h40 du matin, les frappes cinétiques ont commencé. Les chasseurs à haute altitude ont tiré leur charge. Des dizaines de missiles Sparrow perfectionnés ont foncé à toute vitesse directement vers le complexe de Khamenei. En quelques secondes, plusieurs de ces missiles air-sol de précision ont atteint avec succès leur cible. Ils ont aussitôt réduit en gravats fumants des bâtiments en béton restés debout des décennies. Oded Elam, l'ancien chef de la division antiterroriste du Mossad, a résumé la réalité terrifiante de la guerre moderne. Cette opération a duré 60 secondes, mais a nécessité des années de préparation. Le champ de bataille moderne ne se définit plus uniquement par les chars et avions, mais par les données, l'accès, la confiance et la synchronisation. Une minute peut transformer une région, c'est ce qui s'est produit. D'énormes panaches de fumée noire et épaisse étouffent l'air. Les civils des environs observaient la destruction avec stupeur et effroi. En un clin d'œil, le complexe légendaire de Khamenei a été effacé. L'endroit qui avait été un refuge sûr pour lui et ses responsables avait disparu. Il en était de même pour Khamenei lui-même. Les rares personnes à l'intérieur du complexe qui avaient miraculeusement survécu aux premières salves se précipitaient désespérément pour trouver un abri. Le fils de Khamenei, Mojtaba, figurait parmi ces anomalies statistiques. Il était sorti prendre l'air quelques instants avant l'arrivée des missiles balistiques. Il a subi une grave blessure à la jambe. Il a perdu son père, sa femme et son propre fils dans l'explosion. Il a réussi à se traîner hors des décombres, vivant. Ali Khamenei lui-même n'avait aucune chance de survie. À 86 ans, il est décédé soudainement et violemment avec plusieurs de ses plus proches responsables. En une seule frappe, la tête de l'État iranien a été proprement décapitée. Les images satellitaires prises immédiatement après ont révélé l'étendue apocalyptique des dégâts. Dans les heures qui ont suivi, les forces américaines et israéliennes ont mené d'innombrables frappes aériennes et bombardements supplémentaires sur les défenses aériennes de l'Iran, ses radars, ses complexes militaires et d'autres infrastructures importantes. Les survivants du régime ont vite formé un conseil temporaire de 3 membres, pour donner l'impression de garder le contrôle. Ils ont élu Mojtaba Khamenei comme nouveau guide suprême. Une frappe de décapitation dès le premier jour d'une guerre est l'ultime échec et mat militaire. C'est cette perfection que Vladimir Poutine attendait en ordonnant l'invasion de l'Ukraine. Il s'attendait à une victoire parfaite en 60 secondes. Il s'est lancé dans un bain de sang et a vu comment une armée ukrainienne largement inférieure en puissance de feu a tendu un piège brutal, brisant la machine de guerre russe dès le premier jour. Cliquez sur la vidéo à l'écran et retrouvons-nous sur le prochain champ de bataille.